Bonsoir tout le monde. Laurent, t'es avec nous? Tout à fait. C'est bon, on peut démarrer. On a déjà On peut- 35 personnes avec nous. Parfait. Donc, on démarre ce premier CVE in vitro. On va démarrer par une petite introduction de Laurent. Et puis après, moi, je prendrai la main sur la partie technique. Laurent, je te laisse expliquer un petit peu le concept ce soir. Alors, c'est mon Je te laisse écran. partager l'écran. Bah, tu peux partager ton écran, ouais. Ouais, je vais partager mon Ouais, écran. ce sera plus simple. C'est tout bon. C'est bon. Ouais. Alors, bonsoir à tous. On est une centaine d'inscrits, dont une quarantaine là, qui sont déjà présents, adhérents, futurs adhérents, étudiants. On est une quinzaine d'étudiants normalement qui nous rejoignent ce soir. Cabinet de recrutement, DRH qui ont été informés de ce thème. Et pourquoi in vitro? Parce qu'on a été confinés pendant quelques semaines en raison du Covid, en raison, vous deviez être pour certains au congrès France Vet demain qui était annulé. Et finalement, on a maintenu notre date de soirée CVE en changeant de thème pour quand même se retrouver. Alors, on a tous mangé du Zoom depuis 2-3 mois, encore une, mais on va essayer de le faire light, sympa, et on va essayer de respecter le timing. Alors, la première soirée in vitro, elle est la résultante aussi d'une team digitale du CVE qu'on a montée pendant qu'on était confinés. Donc, je remercie Grégory Casseleux qui nous anime la soirée ce soir online. On a Stéphane Musset, Olivier Roger, François Médard, Corinne Ranvier et Christelle, avec qui on va réfléchir à tout ce qui est néo-CVE, on va dire, sous format digital, webinaire, LinkedIn, Twitter, plateforme annuaire, à horizon 2021. Et je vous dirai pourquoi 2021. Ce qui nous coïncidera d'ailleurs, et ça tombe bien, avec le rappel des cotises en fin d'année. Voilà, ça c'est dit. Pardon. Alors, autre date, retenez déjà le 9 mars, pour ceux qui sont à Bordeaux à la VAC. C'est la veille du congrès. On a la 5e édition de la soirée du Club des vétérinaires artistes. Vous avez la page Facebook pour ceux que ça intéresse et vous pouvez nous rejoindre, revisionner les anciennes vidéos et avoir le programme. Autre résultante, 2021, c'est aussi pour ça qu'on a monté une team digitale, entre autres. On fête les 35 ans du CVE, la date est encore sous scellée, donc vous verrez ça apparaître dans les différentes newsletters. Donc le compte à rebours est lancé et il y aura une certaine animation, peut-être avec des témoignages, des vidéos, du micro-trottoir. On vous réserve la surprise à partir de l'automne. Quoi d'autre? Merci donc à Grégory, à qui je vais bientôt passer la main pour son aide. D'ailleurs, il est tellement habitué au web animation qu'il en fait une. Donc c'est le petit clin d'œil, c'est la minute de pub pour sa soirée. Alors, combien je te dois, hein. Ah ouais, ça y est, le virement est bon. Le virement est bon. On traque les liens et comme les influenceurs, tu es payé à la conversion, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est bon. Là, je laisse encore un peu. Voilà, c'est bon. Voilà, petit clin d'œil. Merci à Greg de nous animer cette soirée. Le thème, vous l'avez vu, c'est emploi, carrière à 3 mois, à 3 ans. À 3 mois, parce que comment on va sortir de tout ça, du confinement, de la crise, il ne faut pas se leurrer quand même. Certains secteurs vont s'en sortir mieux que d'autres. Et puis finalement à 3 ans, parce qu'au-delà de l'aspect contextuel, on a quand même des tendances lourdes du secteur, en tout cas de la place des vétos dans le secteur privé, que ce soit en termes de métier, de secteur, de poste. Et ça sera la deuxième partie de la soirée. Je vous laisse lire pour ceux qui l'ont. Alors merci à Véronique qui m'avait transmis, et c'est là-dessus qu'en fait la soirée a un peu démarré. C'est un post sur LinkedIn qui nous met un peu dans le bain de cette thématique, qui permet de noter quelques premières questions, quelques premières réflexions. Et je vais lire surtout la dernière phrase. En d'autres termes, pour tout candidat, il ne s'agit pas de penser après, mais de rester proactif dans le monde d'avec. Voilà, donc le thème globalement est lancé. Les conférences vont se suivre à un rythme assez soutenu, donc on va avoir des petites périodes de 5 à 10 minutes. Vous les retrouverez et je laisse la main à Grégory qui va vous les présenter. Merci, bonne soirée.
Merci Laurent. Donc comme Laurent l'a dit, on a mangé du Zoom, la fatigue Zoom d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était décrit en termes de syndrome pendant le confinement. Donc Laurent a concocté un programme rythmé. Voilà, et on sait que par expérience, ça marche très bien. Donc on compte sur vous aussi pour interagir. Je vais vous expliquer un petit peu comment avec le chat. Donc, on va démarrer rapidement pour quelques points techniques que je vais vous montrer. Ensuite, on démarrera par une vidéo avec Marie, même si Marie est avec nous ce soir. Donc, Marie est vétérinaire, toute jeune vétérinaire sortie de Nantes et qui a créé notamment une plateforme de mentorat qui s'appelle Louveteau, qui met en relation les vétérinaires. Donc, tout ça, on va vous l'expliquer. Ensuite, Arnaud Deleu du SIMV, qu'on ne présente plus, responsable des affaires réglementaires et de la formation, si je ne m'abuse, Arnaud, et qui va nous présenter les débouchés et premiers postes juniors dans l'industrie, un petit peu les attentes de l'industrie. Ensuite, on aura le point de vue des cabinets de recrutement avec 2 témoignages, celui de Anne et celui de Véronique. On va parler télétravail, pareil, recrutement, évolution du marché du recrutement. Et puis, on finira par une discussion avec Clotilde sur la reconversion, tout ce qui est formation, Ou de placement. voilà. Et puis, on a prévu à la fin une session de questions-réponses. Donc, tout ça, je vais vous l'expliquer. Je vais reprendre la main, Laurent, juste pour expliquer. Bon, Zoom, je pense que la plupart d'entre vous l'ont utilisé, mais on va essayer d'appliquer les bonnes pratiques de Zoom pour nous faciliter la vie à tous. Donc, c'est très facile d'utilisation. C'est d'ailleurs, je n'ai pas d'apporteur d'affaires avec Zoom, mais c'est vraiment la plateforme la plus sympa du marché en ce moment, même si elle n'est pas très sécurisée. Donc, si vous avez des questions, en bas, on vous invite à utiliser le panneau de questions-réponses. Donc, en bas, vous avez plusieurs boutons. Il y a un panneau conversé qui est le chat, que certains d'entre vous ont déjà utilisé. Ça, c'est plus pour discuter, faire des blagues. Et on vous invite, si vous utilisez le panneau conversé, à sélectionner tous les conférenciers et participants. Comme ça, tout le monde le verra. Par contre, pour les questions, notamment pour la table ronde, cliquez sur ce bouton. Les questions sont visibles pour tout le monde, donc vous pouvez aussi liker des questions comme sur Facebook. Essayez de nous les envoyer au fur et à mesure, ça nous aidera avec Laurent pour les trier pour la table ronde. Donc c'est très facile d'utilisation, vous cliquez, vous envoyez votre question, vous pouvez l'envoyer anonymement si vous voulez, et ainsi de suite. Le chat, je l'ai dit, c'est plus pour des problèmes techniques, des commentaires, des blagues, dire bonsoir. Encore une fois, très facile à utiliser, mais on vous conseille de sélectionner tous les conférenciers et participants pour que tout le monde le voit, comme je l'ai dit. Si vous êtes sur tablette, ça se passe en haut à droite. Donc, c'est exactement les mêmes boutons, mais sauf que c'est en haut à droite. On va faire quelques sondages aussi pour créer de l'interactivité, vérifier que vous êtes bien avec nous, et puis également voir un petit peu quel est votre avis. De toute façon, ça sera très simple, ça va popper sur l'écran. Et on partagera les résultats avec vous. Voilà sur la minute technique, il n'y a pas plus à dire. Je propose qu'on enchaîne directement avec la présentation de Christelle. Une question d'abord. Et la question de sondage. Alors, est-ce que je peux la reprendre? Non, je vais la lancer, ouais, donc bouge pas. Alors, attends, moi je partage. Ah oui, c'est toi qui la lance? Ouais, c'est moi qui la lance, ouais. D'accord, bon, ben voilà, donc c'est sur le nombre d'annonces, et là, normalement, tu la vois, Laurent. Parfait. Alors, à votre avis, combien le club vétérinaire et entreprise diffuse-t-il d'annonces par an? Moins de 50, 50 à 75, et pour le reste, vous savez lire. Alors, à votre avis, très spontanément, hein, c'est une question de... C'est bien, tout le monde est avec nous, ça réagit super vite, quoi. Super cool. Pour info, il y a un replay qui sera envoyé. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut nous quitter maintenant, hein, parce qu'à la fin, il y a l'apéro quand même, comme d'habitude. Donc, c'est pas parce qu'il y a un replay qu'il faut nous quitter, mais il y a un replay qui est prévu. Ok. Donc, je vais mettre fin au sondage et on va partager les résultats. Voilà. Donc, voilà la répartition. C'est assez réparti comme on le voit, avec 75 à 100, 100 à 25 et 150 à 175 qui sortent un petit peu du lot, quoi. Mais c'est très serré comme on le voit. On est une quarantaine hein, d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si on vous l'a dit, on est plus une quarantaine. Donc c'est vraiment bien. Donc les 14%, Christelle, je te laisse rebondir là-dessus. Les 14% du bas, ils saturent, c'est ça en fait. Ok, moi j'arrête le partage et puis Christelle reprend la main. C'est ça. Hein. Alors, et moi je partage mon écran.
la bonne fenêtre. C'est celle-là que je veux. Oui, je suis sûre. Et là, je me mets en diaporama. C'est bon, vous voyez mon partage d'écran normalement? Moi, c'est pas monté chez moi, mais je pense que j'ai une instabilité de connexion. Non, moi, j'ai pas. Hein. Vous n'avez pas? Non, non, on n'a pas. C'est mieux si je clique sur partage d'écran d'un peu plus démarré. OK. Alors, attendez, je refais un petit, hop, une petite manip. C'est pas comme si on avait fait des tests avant. Hein. Ça s'appelle tu sais comment ça s'appelle, ça, non? Là, je clique sur ça. C'est le syndrome Bonaldi. Tu sais, tu fais tes tests, ça marche. Non, vous n'avez pas le bon. Je recommence. Merci, Jérôme. Bonjour. Partager l'écran. Je cherche la bonne. C'est celle-là. Partager l'écran. Et maintenant, je me mets en diaporama. Et là, c'est bon. Oui. Bon. Donc, bonsoir à tous. Alors, la bonne réponse est... personne ne pourra gagner de bouteille de champagne ce soir parce que la bonne réponse est plus de 200 annonces. Alors, pour vous faire un petit topo, depuis 2007, on a publié 1200 annonces par le CBE et on est allé de plus en plus croissant au fur et à mesure des années. En 2019, on a été à 175 annonces sur l'année et en 2020, on va être à au moins autant malgré l'épisode Covid. Et donc, pour vous faire un petit état des lieux, alors moi, je screen les annonces que je trouve sur le net et Laurent les publie. Et tous les deux, on remonte les annuaires, les contacts des DRH et des cabinets de recrutement qui sont susceptibles en fait, de prendre des vétérinaires dans leurs entreprises. Plus ça va, plus on essaie de diversifier les profils qu'on trouve, les postes, les secteurs, et on va même maintenant sur les annonces des startups, et on n'hésite pas à publier les offres qui demandent des moutons à 5 pattes. Alors, le rôle du CBE, pour vous rappeler d'un point de vue recrutement ce dont il s'agit, veille quotidienne, comme je l'ai dit tout à l'heure. On met à jour la base DRH et la base des cabinets de recrutement. Et à ce titre, n'oubliez pas de nous envoyer les annonces, de nous transférer les annonces de vos sociétés respectives en format Word et transmettez le message à vos DRH que le CBE existe et que c'est une magnifique plateforme pour permettre de recruter des beaux profils de véto. Je vous ai indiqué ici l'adresse du contact @clubvétérinaireentreprise.fr. Et puis, merci d'avoir répondu à la mini-enquête qu'on vous a proposée lors de votre inscription. Et on en fera une plus complète à l'automne, dirigée vers les adhérents, donc vous, les cabinets de recrutement, les DRH, mais aussi les juniors qui ne seraient pas encore au CBE, qui seront au sein des écoles. Alors, résultat de cette enquête sur, vous vous souvenez, la question c'était « J'aimerais recevoir les annonces d'emploi et on vous demandait la fréquence. Eh bien, vous êtes 80% bientôt à souhaiter que ça reste comme maintenant, c'est-à-dire au fur et à mesure. À noter quand même qu'on en a 3 qui n'en veulent pas. Et j'étais un petit peu surprise parce que sur ces 3 personnes qui n'en veulent pas, il y avait 2 étudiants. Donc je me demande en fait comment ils font pour trouver un job, mais c'est top quoi s'ils n'en ont pas besoin. Et on en a deux répondants qui ont répondu autre, et notamment il y a Laurent Gessen qui a répondu autre. Alors je ne sais pas comment il faut interpréter ça, si presque une annonce par jour ouvrable ça fait beaucoup à traiter, mais en tout cas voilà, on reste sur le 80% et on reste sur le au fur et à mesure. Et puis la deuxième question, c'était si vous tiriez un enseignement de l'épisode Covid-19 sur le plan professionnel, quel serait-il? Alors, avant de vous faire part de toutes les remarques qui ont été émises, il y en a 2 en particulier que j'ai souhaité relever. Il y en a un ou une qui a répondu j'ai appris que les vaches ne se sont pas arrêtées de véler, et il y en a une qui est une étudiante qui a répondu que le bonheur ne dépend pas des choses extérieures. J'ai trouvé que c'était très très joli, donc je voulais vous le remonter, le partager avec vous. Grosso modo, il y a 4 tendances qui se dégagent de vos réponses.
La première tendance, c'est que le confinement a permis de retourner aux fondamentaux, c'est-à-dire trouver du sens, retrouver du sens, trier ses priorités, choisir de faire ce en quoi on croit, prendre du recul et puis prendre le temps de faire les choses, d'être avec sa famille. Le deuxième point fort, ça a été la réflexion sur le management finalement et sa relation aux autres dans le travail, de s'apercevoir que le télétravail, en fait, c'est possible et de voir aussi que du coup, on produit plus quand on est en télétravail. Alors, 29% en plus de productivité disent les études pour information. Et puis, ça nous a permis de nous interroger sur comment on communique en équipe et puis communiquer aussi du sens aux équipes. Et également, on a pu voir quelle est l'importance finalement du digital dans toute cette affaire. Le troisième point, ça a été de finalement faire une introspection sur nos attitudes, nos comportements. Vous avez été nombreux à dire que vous êtes adaptés à les situations, avez su être agile, résilient, mais que néanmoins, il a fallu anticiper et puis faire preuve d'une certaine forme d'autonomie. Et puis, vous vous êtes aussi ouvert à des opportunités, vous avez pris le temps du coup de vous réinventer, de diversifier vos activités, voire vos revenus. Et puis le dernier point qui a été soulevé, c'était en fait l'oubli des vétos dans cette crise Covid. On est nombreux à penser que finalement les vétos ont été assez sous-utilisés par le gouvernement et on ne comprend pas bien pourquoi. Et puis l'autre point, ça a été de souligner l'importance de cette étape du diagnostic du coronavirus. Voilà, il y en a un qui a émis ce point-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai remis ici mon numéro de téléphone si vous avez besoin, envie de me joindre. Et puis mon adresse mail du CVE, c'est cfournel@clubvétérinaire-et-entreprise.fr. Et j'en ai fini. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci Christelle. Donc, on va enchaîner directement. Donc, la prochaine présentation est une présentation en vidéo. Donc, il faut que je fasse 2-3 petits réglages. Parce qu'on va voir Marie qui est avec nous. Donc, Marie est avec nous. Donc, on va présenter la plateforme Louveteau. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr poser des questions à Marie. Alors, attends, il faut juste que je prenne la bonne parce que tu m'en as envoyé 2, Marie. Voilà. Et donc, je vais partager mon écran. Laurent, je vais juste te demander un check si tu vois. Tu vois Marie là? Oui, on voit Marie. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, et je vais partager le son de mon PC parce que sinon vous n'allez rien entendre. Donc, hop. Voilà, allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie de participer à ce webinaire qui va traiter de l'emploi vétérinaire, un sujet qui me tient très à cœur. Alors certes, c'est un format qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais dans tous les cas, ça fait très plaisir de se retrouver ce soir. Je me présente, je suis Marie Tanguy, sortie de l'ENVN l'an dernier et cofondatrice de la plateforme de mentorat vétérinaire Louveteau. Ce soir, nous allons évoquer différents aspects de recrutement vétérinaire et en particulier dans ce contexte de Covid-19. Est-ce que la situation actuelle change quelque chose pour les jeunes vétérinaires ? Sans vouloir dramatiser, ça c'est plus le rôle des médias et des journalistes, on va dire. Sans vouloir dramatiser, je pense qu'effectivement il y a quand même un impact certain sur les jeunes vétos et je vais en parler en 3 points. Tout d'abord, en ce qui concerne l'orientation. La distanciation sociale, le télétravail pousse les entreprises aujourd'hui à accepter beaucoup moins de stagiaires, au moins jusqu'en septembre pour le moment. Et donc ça fragilise un petit peu les possibilités d'orientation des jeunes étudiants. Ensuite, la formation, en deuxième point, la formation en elle-même. Les établissements sont également passés en enseignement à distance, donc que ce soit les établissements vétérinaires ou les établissements autres, comme les masters notamment. Et on n'a aucun recul sur la qualité d'un tel type d'enseignement pour le moment. Donc ça reste assez flou à ce niveau-là. Et troisième point, c'est le marché actuel, le marché du travail actuel, avec les jeunes vétérinaires qui, on va dire, soit étaient en période d'essai et qui n'a pas été renouvelée. Donc là, on va dire qu'ils ont
déjà commencé à payer un petit peu le prix de la crise, ou alors pour ceux qui recherchent actuellement du travail, là c'est difficile de se prononcer, ça dépend beaucoup de la reprise et de la frilosité des entreprises à recruter dans cette période qui en a fragilisé quelques-unes d'entre elles. D'autant plus que cette crise intervient dans un contexte assez compliqué pour le recrutement vétérinaire. Alors, plus particulièrement en clientèle, il est vrai, avec un mouvement assez marqué des vétérinaires praticiens hors de la clinique, voire même hors de la profession vétérinaire. Il est nécessaire pour notre profession, et c'est d'autant plus vrai dans cette période particulière, de se serrer les coudes et d'aider les jeunes à s'insérer dans leur début de carrière vétérinaire. Et j'en suis convaincue, l'une des solutions à apporter, c'est le mentorat. Alors, qu'est-ce que le mentorat ? Le mentorat, c'est une relation de partage qui est bénéfique aux deux parties, et ça c'est très important, dans laquelle une personne d'expérience va partager son savoir avec une personne plus novice dans ce domaine d'intérêt. C'est pour raviver cette forme de partage au sein de la profession vétérinaire que nous avons créé la plateforme Louveteau. Ce site vise à mettre en relation des jeunes vétérinaires avec des vétérinaires plus expérimentés selon des critères de recherche définis. Je vais vous faire une petite présentation de la plateforme. Donc là, on est sur le site d'accueil et on peut accéder directement à la plateforme en elle-même ici. Je vais vous présenter un profil Louveteau. Donc différentes rubriques, ma situation actuelle, mon expérience, ma formation, mes centres d'intérêt vétérinaire, mon orientation future, mes préférences de rencontres et les informations personnelles. Comme je suis une petite Louveteau, je vais pouvoir demander à rencontrer un mentor. Donc, je vais modifier les critères de recherche. Donc, on a le département ici, on peut choisir le domaine d'intérêt du mentor, son métier. Et là, on a différents mentors qui vont apparaître. Et sur chaque proposition, on peut voir le profil. Dans ce cas-là, on clique sur ce bouton. On peut demander une rencontre et dans ce cas-là, un mail est envoyé au mentor. Il peut choisir ou non d'accepter cette mise en relation. Et s'il accepte, il y aura une transmission des coordonnées. Si jamais on n'est pas intéressé par ce profil, dans ce cas-là, on passe et un autre profil nous est proposé. Donc voilà pour cette petite présentation du site. Si la situation actuelle complique les relations humaines, les stages, les rencontres, c'est peut-être le moment de sauter le pas et de rencontrer un mentor ou un jeune vétérinaire pour justement garder le contact entre nous. On vous donne rendez-vous sur la plateforme pour maintenir le lien entre vétérinaires. À très vite! Donc, voilà pour la présentation. Vous m'entendez toujours, Laurent? C'est bon? Oui, moi j'entends. Je vois que il n'y a pas de connivence entre le louveteau et le wolf. Hein, c'est pur Non. hasard. Oui, non, Non, ça, depuis le début, ça on en parle, mais on en a parlé avec Marie du logo, des couleurs et tout ça, ouais. mais le projet est tellement beau que honnêtement, déjà moi, au contraire, moi je trouve que c'est un joli clin d'œil, quoi. Mais Ouais, c'est un beau clin on en d'œil, a parlé à la bac autour d'un verre de champagne. Ah, c'était sympa. Ouais. Je vous mets le lien vers la plateforme dans le chat. Voilà, on vous invite à vous inscrire. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le panel questions-réponses et puis on va vous faire un petit sondage pour voir l'intérêt suite à cette superbe vidéo. Donc, il y a 2 questions. La première question est donc, trouvez-vous que cette plateforme mériterait d'être déployée au sein du CVE? Donc, je crois que Laurent, tu as commencé à communiquer un peu dessus, non? Il me semble, hein, non? Non, très très peu. Il y a eu une fois un post sur une newsletter, mais très très peu. Ouais, j'avais passé un truc sur la newsletter, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et puis, deuxième question, seriez-vous prêt, le cas échéant, à vous y inscrire comme mentor? Voilà. Allez, on vous laisse voter pour encore un petit peu. Il y a plus de 60%, voilà. Il y a quelques retardataires. Nous, on ne peut pas voter. Non, Je n'ai pas sélectionné. Si tu veux voter, ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas mis. Mais on peut faire voter les conférenciers. Je vais le faire pour la prochaine. Si tu veux. C'est un scandale. Scandaleux, quoi. C'est ça, c'est le régime royaliste anglais, ça. Donc, donc on voit qu'il y a un intérêt, hein, clairement, sur le. Je vous invite à y aller. Moi, je me suis inscrit à titre personnel. Je n'ai pas été contacté encore, d'ailleurs. Peut-être que je ne suis pas assez
mais basé en Angleterre, c'est moins facile. Mais je vous invite vraiment à le faire, c'est très, très facile à faire, ça prend vraiment 5 minutes à faire. Et puis, c'est encore une fois un super projet que Marie a eu. Tu l'as fait dans le cadre de ta thèse, hein, Marie, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais, c'était le cadre de ma thèse, effectivement. Ouais. Donc, on vous invite encore une fois à poser des questions, à rebondir dans le chat. Et puis, on va passer à la présentation suivante. Alors, qui est, laissez-moi reprendre mon PowerPoint. Donc, on enchaîne avec Arnaud, je crois. Ouais, c'est ça, Arnaud. Donc, je te laisse partager ton écran. C'est en cours, est-ce que ça passe? Ouais, c'est en train de monter, c'est bon. Et tu peux passer en diaporama. Donc, Arnaud va nous parler du... Ouais. Non, ouais, il faut que tu remettes en diaporama, Arnaud. Ouais. Regarde, clique sur le... On voit ton PowerPoint en mode édition. Ouais. Il faut que tu fermes le diaporama et que tu le relances, en fait, je pense. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est en train de monter. Ouais. Et là, on a une slide avec des... Voilà, impeccable. Arnaud va nous présenter le point de vue de l'industrie et les débouchés et premiers postes juniors dans l'industrie. Je te laisse la parole, Arnaud. Ok, merci. Alors j'ai 10 minutes pour vous présenter une étude que l'on a menée, qui est une étude qui concerne les métiers d'intégration des jeunes vétérinaires au sein des entreprises. Alors on a mis du médicament vétérinaire, mais c'est dans les entreprises en général. Voilà l'objet. Donc moi je suis Arnaud Deleu, je travaille pour le SIMV depuis maintenant plus de 12 ans, après un parcours dans l'industrie du médicament vétérinaire ou dans la distribution du médicament vétérinaire, et j'ai en charge, outre l'économie, la formation, les ressources humaines. Donc c'est à ce titre que je vous parle ce soir. Donc on ouvre les rideaux parce que j'ai une grande frustration avec le Covid, pas de pièce de théâtre cette année, donc je vous donne rendez-vous en septembre pour ma prochaine pièce, mais on va commencer tout de suite. Déjà un petit point, c'est focus sur le nombre de postes qu'il y a dans nos entreprises. Alors c'est pas que des vétérinaires, hein, mais les métiers dans l'industrie du médicament vétérinaire, c'est à peu près 6600 personnes qui travaillent en France. C'est plutôt stable ou en croissance. Et si on regarde par rapport à nos grands frères de l'humaine, 98 000 postes, ils ont perdu à peu près 10 000 emplois sur les 5 dernières années, essentiellement dans le domaine de la commercialisation, diffusion de l'information. Point aussi très important, c'est cette partie-ci. Vous voyez le pourcentage. Hein, on a, nous, une production qui est bien qu'en partie automatisée, qui fait appel à beaucoup de ressources humaines. Et 48% des personnes qui travaillent dans nos industries sont des personnes qui sont en production, alors qu'on a une baisse, du coup, proportionnellement par rapport aux autres secteurs de la santé sur les métiers de la commercialisation. Et on voit qu'en R&D, on est sur des proportions à peu près similaires. Donc, c'est cette petite différence sur la production qui est tout à fait notable dans notre secteur. Et je vous invite à vous intéresser à la production parce qu'il y a des jobs tout à fait intéressants à prendre. Alors, comment nous avons travaillé? Nous avons travaillé avec le groupe RH du SIMV et nous avons défini 7 métiers pour lesquels nous recrutons dans nos entreprises de jeunes vétérinaires. Donc, vous avez la liste des métiers chargés de R&D, chargés de pharmacovigilance, coordinateur d'études cliniques, chef de produit, développement commercial, responsable technique, support technique à la vente ou chargé d'affaires réglementaires. Et vous avez toutes les déclinaisons qu'on a pu y faire pour aller draguer sur l'ensemble des annonces qui sont passées dans tous les secteurs. Et c'est ça qui est important. Hein. Donc, si on a ciblé sur des secteurs, des métiers que nous recrutons, on est allé chercher beaucoup plus loin. Et on a pu passer au crible toutes les annonces qui sont parues pendant 2 ans, tout secteur confondu, à partir du moment où un de ces métiers ressortait, où le nom de vétérinaire ressortait, ce n'était pas obligatoire, mais c'était ouvert à des vétérinaires, et où on recrutait des jeunes diplômés. Donc voilà les 3 critères qui étaient retenus, hein, le fait que ce soit dans la liste des métiers identifiés, le fait qu'il y ait vétérinaire et le fait qu'il y ait jeunes diplômés accessibles. Et ça nous a donné cette étude-là avec les postes qui sont offerts. Premier point très intéressant, c'est de voir que vous avez 81% des postes qui sont ouverts, qui sont directement en CDI. Donc, le métier de vétérinaire, jeune vétérinaire, permet d'accéder très rapidement à un poste CDI. Et ça, c'est tout à fait important. Ensuite, sur la hiérarchie des postes, c'est responsable technique, près d'un tiers des postes, juste devant chef de produit. Et ça, par rapport à l'historique, on y reviendra peut-être un petit peu après, on voit que cette notion de chef de produit aujourd'hui dans les industries va de plus en plus vers des gens qui sortent d'écoles marketing, d'écoles de commerce, pour lesquels on donne un appui technique scientifique avec un vétérinaire. Mais cette notion de je suis vétérinaire, donc je peux prétendre à être chef de produit immédiatement, n'est plus tout à fait d'actualité, contrairement à ce qu'on pouvait connaître auparavant.
Ensuite, on est sur les affaires réglementaires, le domaine commercial, et on a des domaines sur lesquels on a un peu moins d'accès pour des jeunes vétérinaires, soit parce qu'on a moins de postes, notamment en pharmacovigilance, ou alors sur la R&D, sur les coordinateurs d'études cliniques, on est moins sur des postes de juniors, on est sur des postes qui sont plus seniors, donc plus difficile de rentrer directement dans ce secteur-là. Voilà les premiers grands enseignements. Autre enseignement, c'est par rapport à la répartition géographique. Pas tellement de surprise, puisqu'on verra tout de suite après que les entreprises qui recrutent le plus sont les entreprises du médicament vétérinaire. Donc, vous le retrouvez par rapport à la répartition de ces entreprises sur le territoire national. Pas de grande surprise par rapport à ça. Voilà les secteurs qui recrutent. Alors, les secteurs du recrutent, les entreprises du médicament vétérinaire, 28%, et vous avez ces deux parts du camembert ici, à 22% chacune. Ce sont finalement les cabinets de recrutement. Alors, le prestataire qui est BPI, qui nous a fait ça, a voulu conserver par rapport au code NAV des entreprises. Donc, on a les sociétés de services aux entreprises d'une part et les cabinets de recrutement de l'autre part. Mais là, on est essentiellement sur les cabinets. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà des entreprises du médicament vétérinaire, vous avez des postes qui sont ouverts dans l'industrie chimique, dans l'alimentation animale, dans des sociétés prestataires de services en R&D, dans du matériel médico-chirurgical, voire dans la parfumerie, dans l'alimentation humaine, etc., etc. Des postes qui sont ouverts et pour lesquels le diplôme de vétérinaire peut être un atout. Si on regarde ces différents métiers, le premier, c'est le métier de responsable technique, là où on a le plus d'offres, essentiellement dans nos domaines, bien sûr. On retrouve cette notion avec une prévalence de CDI qui est tout à fait importante. Le fait qu'on est surtout dans les industries du médicament vétérinaire, puisque ce qui est recherché, c'est cette balance vétérinaire. C'est ce que l'on retrouve juste après, hein, et avec cette adéquation qui est très forte d'être vétérinaire et de répondre à des responsables techniques, puisque c'est là où on a besoin des compétences scientifiques, techniques de base du vétérinaire, même si on peut être en compétition avec des ingénieurs agri, avec des masters en biologie, etc. Donc à ne pas négliger. Pour ce type de parcours, une expérience clinique est tout à fait bienvenue, et notamment sur des focus filières, porc-volaille, pour lesquels aujourd'hui il y a des demandes qui sont très fortes, et malheureusement peu de vétérinaires qui viennent avec ce type de compétences, en tout cas dans nos domaines d'industrie. Comme vous aurez toute cette présentation et que le temps passe très vite, je vais à l'essentiel, je vous laisserai reprendre les autres éléments, d'autant plus que les compétences attendues sont assez générales dans tous les domaines, c'est-à-dire vos compétences scientifiques et un sens du business. Deuxième métier qui est le chef de produit, hein, qu'on va retrouver également dans ce type de secteur, bien évidemment, là encore avec une prépondérance en CDI, et comme je vous le disais tout à l'heure, ce que l'on voit, c'est de plus en plus une compétition avec des formations en école de commerce ou d'autres formations scientifiques plus marketing. C'est pour ça que si on s'oriente vers ce type de métier, il faut avoir la double formation au-delà de vétérinaire, et on a l'organisation des entreprises un petit peu à l'image de l'humaine, qui s'organise avec des spécialistes du marketing ou du marketing digital, et un appui technique qui vient par le vétérinaire, qui est le vétérinaire technique qu'on a vu juste auparavant. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de métier, ça nécessite réellement d'amplifier ses compétences dans le domaine du marketing pour apporter une plus-value totale par rapport à des gens qui n'auraient pas cette double compétence. Répartition des offres, là à nouveau, pas de surprise par rapport à la répartition des entreprises telle que vous la connaissez. Chargé d'affaires réglementaires, un sujet assez intéressant, avec un point d'alerte pour les années à venir, puisque aujourd'hui, au niveau du Code de la santé publique, quand on est chargé d'affaires réglementaires, souvent on est responsable de l'établissement. Actuellement, c'est réservé à des vétérinaires ou des pharmaciens, mais demain, c'est-à-dire en 2022, avec le nouveau règlement européen, ça va être ouvert aussi à d'autres formations scientifiques qui seront des formations longues, mais des biologistes, des chimistes, des ingénieurs pourront prétendre aussi à cette notion de responsable pharmaceutique, ce qui va nous mettre en compétition de façon plus importante, y compris sur ces postes, notamment de postes de chargés d'affaires réglementaires en lien avec cette réglementation. On retrouve un petit peu les mêmes compétences que ce qu'on pourrait imaginer par ailleurs, avec peut-être une capacité rédactionnelle et une capacité de rigueur, sans doute plus recherchée que quand on a un marketeur pour lequel on recherche beaucoup plus de créativité. Je ne dis pas que c'est antinomique, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes ressorts qui sont étudiés. Chargé de développement commercial, il y a des offres, il y a peu de réponses, à vrai dire. C'est ce qui a été remarqué, c'est que finalement, il y a peu d'appétence pour aller vers le domaine commercial quand on est vétérinaire. Pourtant, c'est une très très bonne façon de rentrer dans l'industrie du médicament vétérinaire. Et là aussi, avec la nouvelle réglementation qui impose désormais que pour faire du
commerce de médicaments vétérinaires, pour être délégué vétérinaire, il faut avoir un niveau scientifique, un niveau Bac+2 dans les domaines sciences, sciences de la vie, sciences de la terre, qui peut donc à ce moment-là être un élément tout à fait privilégié venant du vétérinaire de pouvoir répondre à ce type d'offres et de rentrer dans l'industrie du médicament vétérinaire et avoir une partie musculo-respiratoire tout à fait importante et intéressante pour pouvoir ensuite grimper vers d'autres métiers. Donc là, ce qui est recherché, bien sûr, c'est la fibre commerciale, l'aisance relationnelle, le sens de la pédagogie. Et là, vous êtes en compétition avec des Master 2, Bac+2, sciences de la vie, sciences de la terre, dans le domaine commercial. Ce qui n'interdit pas, et je reviens sur la notion de technico qu'on avait au départ, d'avoir également des binômes entre le commercial et un vétérinaire technique qui vient en appui. Chargé de pharmacovigilance, là on arrive sur des postes avec des nombres de recrutement beaucoup plus faibles, en lien au fait que ce nombre de postes est moins étoffé, même si on a eu quelques recrutements avec la mise en place de la pharmacovigilance sur les quelques années, mais c'est toujours une possibilité de recrutement possible d'entrée dans nos entreprises. Et enfin, les deux derniers postes qui sont autour de la R&D, un nombre d'offres qui est très faible, comme je vous le disais en introduction et je le reprends. On est plutôt sur des postes qui sont sur des seniors. Donc c'est vrai qu'il faut reconnaître que rentrer en R&D, c'est possible, mais vous voyez qu'ici, on est plutôt sur des postes de CDD, contrairement aux autres postes que l'on a vus. Et c'est sans doute une bonne voie d'entrée dans nos entreprises que de passer par des stages ou des CDD pour pouvoir intégrer les fonctions de recherche et développement, ce qui n'interdit pas non plus, et ça c'est une de nos forces, de pouvoir passer par des fonctions plus marketing commercial réglementaire et de vous orienter ensuite vers la R&D, puisque les passerelles sont tout à fait importantes et tout à fait intéressantes. Enfin, dernier poste, c'est coordonnateur d'études cliniques, sachant que les études cliniques sont de plus en plus confiées à des prestataires extérieurs. C'est la raison pour laquelle on a un nombre de postes dans nos entreprises qui est assez faible dans ce domaine-là, mais ça reste quand même une opportunité. Voilà, en synthèse, vous avez ce petit tableau avec la météo des postes, et là où on a le plus de soleil, c'est sur les responsables techniques, chefs de produit chargés d'affaires réglementaires, puisque le diplôme de vétérinaire est tout à fait apprécié. On a une volumétrie qui est assez importante et de nombreux secteurs qui sont employeurs. C'est un peu différent sur d'autres métiers, chargés de pharmacovigilance, chargés de R&D, coordonnateurs d'études cliniques, et puis ce fameux chargé de développement commercial pour lesquels il y aurait des postes, mais finalement on a peu de candidats, ce qui fait cette météo un petit peu sombre. On avait figé 7 postes, mais ce qui n'interdit pas de postuler sur plein d'autres métiers plein d'autres offres d'emploi qui vous sont offertes, que ce soit dans nos industries ou dans l'industrie en général. Et je vous invite à aller voir sur 2 sites, l'observatoire du SIMV, l'observatoire des métiers du SIMV, ou sur le site de l'INFIS, où vous pourrez trouver toutes ces informations, en plus de cette présentation, que je vous mettrai bien sûr à disposition après cette présentation. Merci de votre attention et bonne soirée. Merci Arnaud, dans le timing en plus. Nickel. Donc, mettez-nous dans le chat dans quel département vous travaillez. On voit qu'Elena, par exemple, est veto commercial présente. On a eu aussi un veto technique. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce panel, Arnaud, de données. On voit qu'il y a des postes qui s'ouvrent. Laurent, j'ai bien vu tes points, tes 2 points. Moi, juste remets-moi le deuxième sur le. On va vous faire un sondage à la fin pour voir comment on récupère ça. On va enchaîner avec Anne. Anne, je te laisse. Alors, je vais te réactiver le son parce que je t'ai coupé. Donc, il faut juste que tu replies sur le micro. Voilà. Bon. Et puis, je te laisse partager l'écran, ton écran. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions. On a déjà reçu des questions dans le panel de questions et on a prévu une table ronde à la fin. Et puis, si tu veux que les gens te voient, tu peux activer ta caméra, mais c'est du nice to have, quoi. C'est bon, là. Donc, on voit bien ton diaporama. Il faut juste que tu le mettes en... Oui, Ouais. Donc, quelques mots au sujet de Anne. Donc, Anne est vétérinaire, Alfort 89, a travaillé dans l'industrie, puis maintenant travaille en tant que consultante en recrutement, notamment dans la santé. Et donc, elle va nous parler de l'impact un peu du confinement et notamment de télétravail.
Anne, il faut que tu fermes le diaporama. Ouais. Regarde, ton diaporama, il est ouvert. On a le même souci qu'avec Arnaud. Oui. Tu vois ta fenêtre diaporama avec la croix là, au milieu. Tu as marqué Oui, reprendre le diaporama. Ouais, ferme-le ça. Ouais, voilà. je Ouais, clique sur la croix. Oui. ouais. Et tu remets un coup de diaporama à côté de ton, comme on a fait tout à l'heure. Et ça marche toujours Voilà, pas. merci. Et voilà, c'est bon, impeccable. Voilà, je te laisse la parole. Merci, Ouais. bonsoir à tous. Donc là, je vais vous parler du recrutement. Juste sous l'angle du recrutement, je vais évoquer quelques points marquants liés à la crise et puis aussi vous parler d'une mutation que cette crise a provoquée dans les entreprises, le télétravail. Donc, Anne, je te coupe, je suis désolé. Tu peux refaire comme tout à l'heure, mettre juste le micro un tout petit peu plus près de toi? Oui. Donc, quelles ont été les conséquences directes sur le recrutement? Pendant la crise, il y a eu report, gel dans de nombreux secteurs, vous le savez. La santé a été heureusement assez épargnée. Les entreprises ont encore une visibilité faible. Et la période de convalescence, malheureusement, peut être longue, et on parle de 2 années. Donc, il y a 2 points marquants pendant cette période. Là, je fais un retour d'expérience, mais je parle ici de l'industrie pharmaceutique, que ce soit humaine ou animale. Alors qu'on peut penser que tout s'était arrêté ou était suspendu, en fait, la période a été dense, et elle est toujours dense. L'agilité d'abord. Pendant le confinement, l'industrie pharmaceutique ne s'est pas arrêtée, il y avait des sites de production. Vous avez vu l'étude du CNB, les sites de production d'abord, les sièges, les centres de recherche ont continué leur activité. Côté recrutement, les entreprises, notamment surtout celles qui ne voulaient pas prendre de retard, donc là c'est vraiment l'agilité, qui ne voulaient pas prendre de retard, ont lancé des recrutements ou alors ont poursuivi ceux qui étaient en cours. Au niveau du cabinet, les entretiens en visio avec les candidats étaient fixés très rapidement. La majorité des candidats étaient en télétravail. Et les entretiens finaux avec les entreprises, qui avaient été un temps reportés, ont pu être mis en place dans beaucoup de cas. Donc vraiment, l'agilité a caractérisé cette période. En tout cas, pour le secteur de la pharma, qui s'est efforcé que tout continue parce que les entreprises devaient absolument continuer. Le deuxième point marquant de ce retour d'expérience, c'est l'adaptation. L'adaptation, elle revêt différentes formes. On peut notamment citer un impact direct sur les premières expériences en entreprise. On a entendu tout à l'heure le témoignage de Marie. Donc, faire un stage, un premier CDD dans ces conditions, c'est un défi pour la personne qui d'emblée travaille à distance sans connaître la vie habituelle de l'entreprise, ses conditions, sa culture. C'est aussi l'exemple des personnes venant de démarrer leur période d'essai juste avant le confinement ou pendant le confinement ou maintenant. Il y en a qui la démarrent maintenant dans ces nouvelles conditions. Cette distanciation, elle est bien sûr préjudiciable, mais elle peut renforcer les capacités d'organisation et d'autonomie. Donc pour ces 2 exemples, que ce soit les premières expériences ou les intégrations, le terme « prendre soin », on a si souvent entendu pendant la période du confinement, a ici aussi tout son sens. Donc le sens du travail en équipe, la solidarité, l'attention renforcée en période d'intégration des entreprises au niveau des ressources humaines, mais bien sûr au niveau aussi des collègues et pas que des managers, sont fait particulièrement nécessaires. Donc ici, il va y avoir un sondage sur le télétravail. Donc Grégory, tu vas peut-être reprendre la main pour que par rapport à votre vécu, vous nous disiez un petit peu comment vous vous projetez par rapport au télétravail. Je dois arrêter mon écran là, Grégory. Non, c'est bon, touche à rien, c'est tout bon. Ouais. Et donc là, je vais cliquer permettre aux panélistes de voter, comme ça, Laurent pourra voter, tout le monde pourra voter. Et c'est parti. Et je partagerai les résultats. Je n'ai pas partagé les résultats sur l'Ouveto, hein. Je suis fatigué, hein, je suis désolé, mais je vous les partagerai après. Donc la question, vous la voyez, hein. Donc, combien de jours de télétravail par semaine souhaiteriez-vous dans le new normal, comme disaient les Anglais, le monde nouveau? Voilà, tout le monde est encore avec nous, hein, ça répond super vite. Ça répond plus vite que quand on fait des webinaires avec les vétérinaires praticiens. Donc, ouais, mais c'est vrai en plus.
Donc, je vais mettre fin au sondage et ce coup-ci, je vais partager les résultats. Anne, tu vois les résultats, c'est bon? Oui, Ouais, c'est voilà. 2 jours Donc, on par a semaine voilà, qui majorité à l'emportent. 2 jours. Ouais. Et puis, on n'a qu'une personne qui a mis aucun. Je préfère être au bureau ou en déplacement tous les jours, hein, quand même. Voilà. D'accord, 2 Je te jours par je te laisse semaine. rebondir là-dessus. Ouais. Oui, 2 jours par semaine, vous allez voir à la fin de la présentation, c'est vraiment apparemment la tendance qui se dessine, donc vous êtes bien dans la tendance. Je pense qu'ils vont mettre en place les entreprises, mais il y aura probablement des variations, ça on pourra en reparler. Donc la mutation du télétravail, elle était déjà commencée en fait. La crise n'a fait que l'accélérer. Bien sûr, il y aura des différences selon les secteurs et la taille des sociétés. Donc avant la crise, le télétravail avait commencé à se mettre en place dans beaucoup de sociétés depuis plusieurs années. Pour les personnes qui travaillent en laboratoire de santé animale, par exemple, vous savez qu'il n'est pas rare qu'il y ait 1 jour de télétravail par semaine, ou bien un nombre déterminé par mois. Et le télétravail est mis en place d'emblée ou après l'intégration. Et ceci était considéré vraiment comme un avantage. C'est très mis en avant par les ressources humaines des sociétés. C'est également une demande des candidats comme des salariés. Et pour les candidats, c'était notamment perçu comme une preuve de confiance et de culture d'entreprise plus ouverte. Et puis, il y a eu la crise qui est arrivée. Du jour au lendemain, les cadres ont eu leur bureau à la maison. Le travail est littéralement rentré dans les foyers, dans le temps, dans l'espace, dans les relations avec la famille. Ce qui fait que maintenant, on constate que la mutation du télétravail est bien enclenchée, parce que beaucoup d'entreprises ont été convaincues que le modèle marchait bien. C'est ce qu'a montré Christelle tout à l'heure. Le modèle marchait bien car elles ont constaté une meilleure productivité. Donc certaines vont implanter le modèle de façon large. L'exemple le plus significatif, vous en avez entendu parler par les médias, mais c'est bien sûr eux. Les économies avec ce modèle peuvent être en effet très importantes. Ce modèle apporte de la flexibilité. Et la flexibilité est d'autant plus appréciée qu'elle permet de s'adapter en permanence et de passer les crises. Mais quelle entreprise peut affirmer qu'elle n'aura jamais à faire face à une crise? À l'inverse, selon les activités et les tailles des sociétés, ce modèle ne sera pas du tout mis en place. Comme des entreprises, des sociétés, vous en avez peut-être entendu, vu à la télévision, qui ne veulent pas mettre en place ce système-là. Côté recrutement, c'est très frappant. Il y a des candidats, et là où je m'inscris un petit peu avec une différence par rapport au sondage, il n'y a eu qu'une personne qui a répondu non. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'il y a des candidats, avant la crise comme depuis la crise, qui ne veulent pas du tout choisir des postes en home office, du fait de l'éloignement avec l'équipe, et puis maintenant de la sensation d'isolement qui s'est accrue pendant le confinement. Donc indéniablement, on peut dire que le télétravail ne sera pas toujours perçu comme un avantage. Il y a eu un vrai changement aussi de la perception par les personnes. Donc, ce qui se dessine, c'est un système hybride, télétravail présentiel, autour de 2 jours de télétravail. Donc, vous voyez, le sondage est vraiment dans cette tendance. 2 jours de télétravail selon les activités. Ce système mixte va constituer une première étape de changement pour certaines entreprises, mais on peut penser que certaines, notamment dans les prochains mois, vont accroître le nombre de jours de télétravail pour les mois suivants. Il va y avoir des accords. On peut imaginer en effet que ce sera plus dans certaines entreprises, bien sûr selon les activités. Autre point important, les entreprises vont être attentives au savoir-être en télétravail. Ça veut dire qu'au niveau des personnes, soit managers ou collaborateurs, si on prend les managers, ils vont être formés au management à distance, parce que, bien sûr, c'est nouveau pour un certain nombre d'entre eux, donc ils vont devoir développer une capacité accrue d'organisation, de gestion des priorités, comment savoir réellement motiver à distance, parce que quand on est à distance, on n'a pas tous nos sens, que ce soit par mail ou par vidéo, il manque beaucoup de sens. Et au niveau des collaborateurs, ils vont devoir apprendre à communiquer, même s'ils le font déjà. Souvent, le conf call, tout le monde a beaucoup de conf call. Il y a une différence quand ça devient très, très quotidien. Donc, les collaborateurs vont apprendre à communiquer, à interagir efficacement avec tout leur environnement, tout en devant, du coup, naviguer dans l'ambiguïté.
parce que justement, il manque un certain nombre de signaux quand on est uniquement dans le virtuel. Donc, je pense qu'il va y avoir progressivement, du fait de tous ces changements, un changement du lien d'appartenance à l'entreprise. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que de la même façon qu'il y a eu des changements il y a plusieurs années, il y a très très longtemps, quand il y a eu les RTT et ça a entraîné des tas de conséquences dans le rapport au travail, bien là, il va y avoir probablement, progressivement, parce que là, on rentre dans une crise avec de la récession, il y aura un changement du lien d'appartenance à l'entreprise. Enfin, sous l'angle de la productivité individuelle ne posera pas de problème, elle sera globalement équivalente. Les entreprises, les chefs d'entreprise n'ont pas de soucis par rapport à ça. C'est plus la productivité collective qui devra être évaluée par les entreprises. Donc, en conclusion, oui, le télétravail sort renforcé. Cela impactera directement l'image de l'entreprise auprès de ses collaborateurs et des candidats. Et en conclusion aussi, beaucoup plus qu'avant la crise, et à différents niveaux bien sûr, on a un petit peu expliqué là, le télétravail devient un critère qui est pris en considération, et qui sera de plus en plus pris en considération dans le recrutement. Merci de votre attention. Merci Anne, parfait. Laurent, on est bien sur le temps, j'ai pas fait attention. Ouais. On va rattraper tranquille, c'est bien. Ouais, tranquillement, quoi. Super. Et ben écoutez, on continue. Alors, on continue à poser les questions. On a reçu pas mal de questions, hein. Ça commence à arriver. On aura du temps pour en discuter. Donc, je vais accueillir Véronique sur la scène virtuelle. Et donc, Véronique est vétérinaire Alpha 85. Travaille en marketing, notamment, directrice de centre de recherche, donc dans l'industrie pendant plusieurs années, et depuis 20 ans, travaille en recrutement. Véronique, je vais te laisser... alors, je vais activer ton son aussi, parce que je t'avais muté. Voilà, et puis je vais te laisser partager ton écran pour démarrer. Hop, alors, je vais pas démarrer la vidéo, d'accord. Ok, bon, écoute, c'est très bien. Bonjour à tous. Merci Anne, merci à tous. Moi, j'ai plutôt fait un topo sur les... Ouais. C'est bon? Ouais, tu veux partager ta vidéo ou pas? Oui, mais honnêtement... Regarde, c'est bon normalement là. D'accord. Ok. Impeccable. C'est à la maison. J'ai plutôt fait un topo sur les métiers où le vétérinaire a toute sa place et sa légitimité en post-Covid et dans les années à venir, sachant que c'est une gageure de parler de recrutement en ce moment, sachant qu'on n'a absolument pas de visibilité. Donc, on peut parler des grandes tendances qui sont un peu des hypothèses logiques, on va dire, du bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, merci Arnaud pour la porte d'entrée la plus logique du veto en support technique, responsable technique. Le métier de chef de produit change beaucoup, je vais en parler tout à l'heure, en allant plus vers le digital, marketing digital. Et bien sûr, les postes de vente sont toujours des postes d'entrée et d'ailleurs aussi en industrie pharma humaine. Donc, les grandes tendances par rapport à tous les problèmes de sécurité globalement, c'est d'augmenter le réglementaire et la pharmacovigilance, ça en médicaments. Ce qui est important, je trouve, de regarder, c'est que le vétérinaire a toute sa place et peut la prendre ou la reprendre, en tout cas, elle n'a pas obligatoirement prise et c'est fort dommage, sur l'hygiène et la sécurité alimentaire. La toxicologie et tous les secteurs et métiers du contrôle et de la norme, tant en pharma, en alimentation animale et humaine et en chimie. Par exemple, Veritas recrute des vétérinaires en ce moment à des postes d'inspecteurs en agroalimentaire, auditeurs et consultants en agroalimentaire. Et ça serait quand même trop dommage que le vétérinaire ne prenne pas sa place. Et voilà, je trouve que c'est vraiment l'occasion, tous ces grands enjeux d'hygiène et de sécurité alimentaire, que le vétérinaire reprennent une place dans les grands challenges, les grands défis de l'humanité.
La qualité au sens total, Total Quality Management, le TQM, c'est-à-dire une approche holistique de la qualité dans tous les métiers de l'entreprise. Alors, bien sûr, à chaque fois, il faut des formations complémentaires. Là, en Total Quality, se former à différentes méthodes telles que le Lean, Six Sigma, TPM ou autres. Le vétérinaire a bien sûr toute sa place parce qu'il a une connaissance scientifique généraliste qui lui permet de s'adapter à l'ensemble des métiers de l'entreprise. Ce qui se développe de plus en plus, c'est la sustainability, c'est-à-dire le développement durable dans les productions animales, et que le vétérinaire revienne en production animale et en nutrition animale. Et donc, c'est la stratégie Farm to Fork, c'est-à-dire du début de la chaîne, c'est-à-dire la production animale, la nutrition animale, jusqu'à l'assiette, c'est-à-dire le vétérinaire sanitaire en agroalimentaire. Et là, vraiment, le vétérinaire a toute sa place et peut reprendre, se réintroduire, réintégrer la chaîne, cette chaîne depuis le début jusqu'à l'assiette. C'est la stratégie Farm to Fork. Au niveau des investisseurs, moi je suis beaucoup les confs Biotech Finance. On a, et j'avais encore cette semaine un zoom sur Biotech Finance, une forte augmentation des investissements dans la MedTech digitalisée, la santé connectée, la digital MedTech, en animal et en humain. Notamment en cardiovasculaire, en suivi des pathologies chroniques, en suivi personnalisé de la santé. Et bien sûr, il s'agit de se former, en plus de vétérinaire, à des compétences digitales et techniques. Alors bien sûr, le plus sérieux, c'est de faire veto et ingénieur, tels que Centrale Supélec, ISIS à Castres, ESIR à Rennes, pour se former en e-santé et en data management et data analysis, puisque c'est des métiers qui vont vraiment se développer, data management, avec la réduction des essais in vivo, tant en animal qu'en humain. Enfin, c'est ça, en humain. Plus court, plutôt, si on ne veut pas faire ingénieur en plus de veto, plus court, c'est des DU de santé connectée. On a l'université Paris-Descartes et Paris-Diderot. Merci Annick, Valentin Smith, pour tes bonnes infos et tes idées. Ou plus orienté transformation digitale de la communication avec des MBA digital. Et là, on a une liste des 10 grands masters de MBA digital qui permettent d'acquérir une bonne culture généraliste de tout ce qu'on peut faire en digital, télémédecine, intelligence artificielle, robots. C'est le classement Eduniversal que je pourrais diffuser. Les avantages de la formation vétérinaire, on le sait, c'est la formation scientifique généraliste très complète qui permet de s'adapter à des domaines extrêmement variés, une bonne crédibilité et notoriété et un a priori de sympathie. Donc, théoriquement, intellectuellement, un vétérinaire peut présenter une bonne flexibilité, une bonne adaptabilité et donc employabilité en industrie des sciences de la vie. Avec des qualités de pragmatisme, de prise de décision rapide, le vétérinaire est considéré comme débrouillard, des merdes, par rapport à d'autres formations de santé comme médecin ou pharmacien. Mais cette bonne employabilité est sous réserve et à condition de bien se connaître, c'est-à-dire d'être au clair sur la question autonomie et indépendance dans le travail versus intérêt du travail. Les vétérinaires sont bien sûr très indépendants et je rejoins complètement Anne de travailler sur ces soft skills et de savoir-être, c'est-à-dire de développer ces qualités d'interaction, de collaboration, de sens de l'équipe versus cette indépendance culturelle du vétérinaire qu'on a acquis par l'école. Voilà, donc les vétérinaires sont, de par leur indépendance, un peu considérés comme pas faciles à gérer, et notamment, bien sûr, les véto-geeks dont les grands groupes auraient bien besoin. Donc, pour s'intégrer dans un grand groupe, il s'agit de travailler ses soft skills, son savoir-être, et d'autant plus, comme dit Anne, que cette culture de l'indépendance, dans ce changement du lien d'appartenance à l'entreprise, va être encore plus challengée. Voilà. Donc, le vétérinaire, en conclusion, le vétérinaire a beaucoup de place à prendre ou à reprendre, et ces grands défis humains sont l'occasion de se projeter sur des métiers où le vétérinaire n'a pas toujours pris sa place. Voilà. Merci Véronique. Merci, c'est super intéressant d'avoir ce point de vue double des recruteurs.
Et puis on a parlé des enjeux, hein, comme tu as dit, de santé. On a vu aussi la place du veto pendant la crise, hein, sur tout ce que tu as dit, le concept One Health, qui est un peu challengé quand même, hein, on ne va pas se voiler la face dans le contexte. Donc je vais passer la main à Clotilde Omola. Clotilde, tu peux partager ton écran, quelques slides il me semble, et puis on prendra les questions à la fin. Il y a plein de questions, donc c'est super. Alors attends Clotilde, je vais te réactiver ton micro aussi. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. C'est bon. Et je te laisse partager l'écran. Pendant ce temps-là, je vais te présenter. Ouais. Donc Clotilde est vétérinaire, Alfort 89. Pas le Lyonnais ce soir. Depuis 7 ans, consultante en outplacement. Et tu te définis comme l'opposé du recruteur. C'est ce que tu m'as envoyé, c'est ça? Un peu l'opposé du recruteur. L'opposé dans le sens miroir, pas dans l'opposé contre. Donc, c'est-à-dire que en fait, tu accompagnes les personnes à retrouver un emploi, hein, donc soit dans le cadre d'un plan social collectif, avec le cabinet Aldetia, LHH, soit après une décision personnelle, et sous une forme d'accompagnement coaching. Voilà. Donc, Clotilde a travaillé pendant 20 ans en industrie pharmaceutique, en développement clinique, chef de projet, manager d'équipe clinique en santé animale et en santé humaine. Et donc, elle va nous parler de tout ce qui est outplacement, évoluer, changement de poste. Je te laisse la parole à toi, Joël. D'accord. Donc, voilà. Donc, en fait, aussi bien Anne que Véronique vous ont donné plein de pistes et plein d'idées. Et bien, moi, je vais vous donner, je dirais, les outils pour savoir où vous en êtes. Est-ce que vous voulez évoluer? Est-ce que vous voulez changer de poste? Ou est-ce que vous voulez reconvertir? Et le terme technique, c'est outplacement. Donc, voilà à peu près... Normalement, quand vous êtes en outplacement, c'est que vous posez une de ces questions-là. Est-ce que j'ai envie d'avoir un projet? Est-ce que j'ai envie de quitter mon poste? Est-ce que je suis inquiet et je voudrais juste en parler? Est-ce que j'ai un projet précis et je sais exactement ce que je veux faire? Ou est-ce que je viens juste chercher des informations? Donc vraiment, l'outplacement, c'est pour faire un point de la situation avec le candidat qui se présente. Surtout être écouté, hein, parce que vous allez voir que des fois, l'outplacement se finit assez rapidement parce qu'il suffit juste de faire un projet professionnel et de se rendre compte que on a fait peut-être le tour. Et vraiment de poser des bases pour une réflexion pour partir sur un autre projet. Donc, un outplacement, ça commence d'abord par une construction d'un projet professionnel et qui, alors les diapos, vous les aurez, donc vous pourrez les lire plus en détail, mais la première question que je vais réussir à trouver, c'est de trouver votre fil rouge, c'est-à-dire que de tout votre parcours professionnel, selon vos différents postes, votre environnement, c'est de trouver un petit peu ce qui vous a fait avancer et ce qui vous a fait progresser dans votre parcours professionnel. Donc, c'est vraiment trouver votre fil rouge. Et surtout, la question importante dans cette construction de projet professionnel, c'est de savoir pourquoi on travaille. Parce que bien souvent, c'est ce qui nous limite. Ou bien, on ne se pose pas cette question-là en outplacement, alors qu'elle est vraiment pour moi fondamentale, parce que si on travaille parce que c'est intéressant, si on travaille parce qu'on veut gagner de l'argent, parce que c'est à côté de chez nous, parce qu'on a des super collègues, eh ben, on n'a pas du tout la même construction de projet professionnel. Donc, c'est vraiment des questions importantes à se poser en projet professionnel au démarrage de l'outplacement. De faire cette synthèse-là. Et quand on arrive à la synthèse, eh bien, en gros, on a, je dirais, 3 solutions. C'est que des fois, c'est de rester sur son poste actuel. Et je l'ai eu de nombreuses fois, hein, où quand j'étais sur des PSE, alors j'en ai fait pas mal, hein, parce que j'ai dû faire à peu près toute l'industrie pharmaceutique de Boehringer, Janssen, BMS, MSD. En ce moment, je suis sur le site de Clermont, mais j'ai été aussi sur le site d'Angers ou sur la Défense. Là, normalement, je devrais en recommencer un chez BMS. Tous ces postes-là, des fois, les gens arrivent et se disent tout compte fait, j'ai peut-être la possibilité de partir, mais vu mon parcours professionnel et vu ce que j'envisage, pourquoi je travaille, tout compte fait, le poste que j'ai actuellement correspond exactement
à mon projet professionnel et il est peut-être plus sage de rester sur mon poste. Des fois, l'outplacement arrive à un moment où effectivement, on va essayer de trouver un autre emploi. Alors, ça peut être dans la même entreprise avec une évolution de responsabilité ou de changer d'entreprise. Donc, on va se préparer pour se muscler et notamment le CV, les entretiens, le réseau professionnel pour trouver ailleurs. Et dans un troisième possibilité, c'est vraiment d'envisager une reconversion professionnelle, et c'est-à-dire d'envisager une formation, une vraie formation, hein, parce que en évolution de responsabilité, on peut avoir des petites formations d'adaptation pour un peu évoluer, mais la reconversion, je parle vraiment d'une formation qui va vraiment vous faire changer complètement d'environnement. Alors, voilà la méthodologie de l'accompagnement vers un nouvel emploi. C'est assez classique. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se poser des bonnes questions et surtout de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand on va vers un nouveau poste, il faut vraiment réaliser une enquête métier objective. C'est bien de se dire « Ah tiens, j'aimerais bien faire ce métier-là », mais de se rendre compte trop tard, quand on est par exemple dans le cabinet de recrutement que c'est un métier qui n'existe pas ou bien qui est où il n'y a pas beaucoup de postes, où les responsabilités qu'on vous propose, tout compte fait, vous n'y avez pas pensé sous cet aspect-là. Donc, c'est vraiment important, quand on va vers un nouvel emploi, de vraiment réaliser une enquête métier objective, de vraiment savoir exactement ce qu'il y a derrière. La recherche d'emploi, c'est vraiment activer ses réseaux. Le réseau professionnel, c'est indispensable, c'est voir s'il n'y a pas de réseau, et on a tous un réseau, parce que souvent en outplacement, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais je ne connais personne », c'est pas vrai, on connaît tous du monde, et puis le CVE est aussi un très bon réseau, donc c'est le premier peut-être à activer. Il faut être vraiment présent sur ces réseaux et être présent sur le marché que vous avez ciblé grâce à ce réseau. Mettre en place certaines formations d'adaptation si nécessaire et surtout donc identifier ce marché caché que vous allez trouver au niveau du réseau. Attention, il ne faut pas non plus complètement se focaliser sur Internet, hein, il faut aussi voir des gens, il faut aussi téléphoner, il faut aussi rencontrer. Ne pas se faire voir, c'est évident qu'on aura du mal à trouver un nouvel emploi si vous ne vous montrez pas, si vous ne rencontrez pas régulièrement. Il faut aussi, quand on cherche un autre poste et surtout une autre entreprise, ça ne sera pas la même culture d'entreprise, ça ne sera pas le même contexte, ça ne sera pas le même environnement, ça sera autre chose. Et je pense que aussi bien Véronique que Anne, quand elle place des gens, surtout, on leur dit ne commencez pas votre prise de poste par avant je faisais comme ci, avant je faisais comme ça, dans mon ancienne boîte c'était comme ci. Ça, c'est vraiment les gros facteurs de risque. La troisième voie, vous vous souvenez, je vous avais dit, c'est l'accompagnement à la reconversion. Donc là, on a vraiment envie de changer de voie professionnelle et vraiment de partir sur quelque chose de complètement différent. Donc, le bilan professionnel que j'effectue en début d'outplacement permet déjà de construire une bonne stratégie pour la réalisation de ce projet. Et puis, on va continuer à le construire et notamment à aller sur la bonne formation et sur la validation de cette formation qui va vous permettre de vous reconvertir. Alors, pareil, là, nous avons une belle méthodologie, mais surtout, faire ou ne pas faire. La formation n'est qu'un moyen. Souvent, les gens ont l'impression que le plus gros, c'est faire sa formation, son master, ce dont parlait Véronique tout à l'heure. C'est un moyen. C'est un endroit où vous allez refaire un nouveau réseau professionnel, c'est l'endroit où vous allez vous montrer, c'est l'endroit où vous allez rencontrer des gens, c'est l'endroit où vous allez vraiment construire votre projet professionnel, mais ce n'est pas tout, hein, c'est qu'une toute petite partie de votre reconversion.
il faut vraiment que votre projet professionnel soit réaliste et réalisable. Ce n'est pas la peine de viser une formation que vous aurez énormément de mal à suivre ou qui débouchera sur rien. Donc, il faut vraiment bien travailler sur le projet pour être sûr d'avoir qu'après cette formation-là, vous serez sur un poste en reconversion qui vous correspond et qui vous permet de trouver des postes. Quand on prend une formation de reconversion, mon premier conseil, c'est aussi d'aller rencontrer le responsable pédagogique, aller voir l'organisme de formation, l'école. Quand Véronique va nous donner la liste des différents masters dont elle nous a parlé, c'est le choix d'une formation, c'est pas uniquement sur Internet ou sur les programmes, c'est vraiment rencontrer les gens. Le plus intéressant aussi, c'est de rencontrer des gens qui ont fait cette formation, qui ont fait cette reconversion. C'est important de vraiment d'explorer entièrement cette formation-là. En reconversion, je conseille toujours aux gens d'avoir un plan B parce que des fois, on n'arrive pas à rentrer sur la formation, des fois, il y a un échec de la formation ou bien on se rend compte qu'à la fin de la formation, tout compte fait, ce n'était peut-être pas tout ce qu'on avait imaginé. Généralement, toutes ces formations-là, il y a un stage derrière. Quand on a fait 10, 15 ans, 20 ans en entreprise et qu'on repart sur une formation et qu'on repart à un stade de stagiaire, il faut accepter ce statut-là, faire très attention au stage qu'on va rechercher et qu'on trouve. Il ne faut pas accepter n'importe quel stage. Et surtout continuer à être accompagné après la formation. La formation, c'est vraiment qu'un moyen, mais la reconversion, ce n'est pas uniquement faire la formation. Les facteurs de risque, c'est attention, en formation, il faut effectivement, on a une expérience, on a eu un parcours professionnel, donc c'est intéressant de l'avoir, mais il ne faut pas garder cette posture de salarié. Il faut être des fois un petit peu humble et repartir sur ce statut de stagiaire et d'accepter d'apprendre et de recommencer des fois à zéro. Il ne faut pas sous-estimer le travail personnel à produire, hein. Toutes les formations dont Véronique a parlé, il y a énormément de choses à fournir pendant toute la formation et puis il faut que ça soit régulier, hein, et puis que ça soit sur la durée. Même si des fois, ce type de master, on l'a souvent 6 mois de formation et 6 mois de stage. Mais c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Il faut vraiment bien sélectionner son organisme de formation et pas dire c'est une école qui est pas chère à côté de chez moi. L'organisme de formation est vraiment important. La preuve, c'est que quand on est vétérinaire, c'est vrai que cette formation-là, elle a vraiment un poids, elle est importante. Donc, la formation que vous allez choisir pour vous reconvertir est importante et l'organisme de cette formation est aussi importante à choisir. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'outplacement. Je pense que vous vous êtes posé plein de questions pendant ce confinement ou même en dehors du confinement. N'hésitez pas à vous poser toutes les questions, toutes les bonnes questions, parce que si on n'a pas bien défini son projet professionnel, si on ne voit pas exactement où on veut aller et si on n'a pas bien exploré ce vers quoi on veut aller, généralement, les entretiens de recrutement ne se passent pas bien parce qu'on est vague, on ne comprend pas bien. Moi, je vous dirais vraiment, c'est très important de se poser avant de partir. Et je vous reprendrai toutes les questions que je vous ai posées au départ. C'est vraiment ça, c'est de se dire, voilà, toutes ces questions-là, il faut que je me les pose et il faut qu'au moins j'ai trouvé les réponses avant de partir sur ce nouveau poste ou cette reconversion. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je crois que j'avais Clotilde, Grégory. on va lancer le sondage si tu veux. D'accord. Clôturer, ça te va? Donc Clotilde a préparé un sondage, c'est intéressant suite à la présentation d'avoir un peu où vous vous situez par rapport à cette reconversion. Donc il y a 2 questions. La première, c'est envisagez-vous de changer de poste? Et ensuite la deuxième, avec un changement de vie. Changement de vie d'ailleurs qui est. On avait un thème comme ça, Laurent, il me semble, non, qui devait.
qui devait se faire les. Bah, c'était aujourd'hui, non, il me semble. Attends, je vais réactiver Laurent. Parce que je te pose des questions, mais tu peux pas me répondre. Et puis on va passer à la question au Q&A. Merci Clotilde, hein, c'est super intéressant de voir comment en fait en reconversion tu gères ça comme un projet et pas juste comme un coup de tête en fait. Hein, généralement, les gens arrivent des fois sur un coup de tête, mais c'est vrai que je dirais que c'est presque mon boulot de recadrer et c'est vrai de bien tout poser en sachant que les gens des fois arrivent à des niveaux différents. Hein. Soit ils savent exactement où ils veulent aller, soit ils sont un petit peu, je sais pas, je me pose plein de questions. Je suis là un petit peu pour tout mettre à plat et trouver leur fil rouge. Greg, on a perdu le sondage. Non, parce que je n'ai pas partagé. Je suis fatigué. Hein. Ça va que je n'ai pas des clients derrière quand même aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'est intéressant. Il y a la majorité qui est actuellement en changement de poste. 15 personnes, 38%. Et vous savez qui contacter maintenant. Et pourquoi pas, j'y réfléchis sans idée précise sur un changement de vie. Donc ouais, on sait qu'il y a eu pas mal de PSE et tout ça récemment dans l'industrie, donc c'est pas forcément très étonnant en même temps, mais bon, c'est intéressant d'avoir quand même ce recul-là. Alors on va faire les questions-réponses. Merci à tous, hein, c'était super dynamique le format. Moi j'ai trouvé ça super, hein, honnêtement, d'avoir comme ça ce rythme. Donc on a pas mal de questions. Essayez si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va essayer de faire court sur les réponses pour en prendre un maximum et puis essayer de pas finir trop tard. Là, on joue les prolongations, hein. C'est ça, Laurent, à partir de maintenant, c'est ça. Hein. Donc, première question pour Marie. Donc, déjà un feedback, super présentation au passage. Comment le ratio mentor-louveteau est-il actuellement dans la plateforme et est-ce que tu as vu une multiplication des inscriptions au cours de la période Covid ? Oui, alors depuis le début, depuis la création, on est à 60% de mentors. Ça, c'est reste à peu près stable. Et donc au niveau de la période, on s'est posé la question au début de est-ce qu'on devait justement profiter de la période ou non pour développer la plateforme. Et en fait, on a pris la décision de ne pas le faire parce que c'était une situation parfaite pour les jeunes, on va dire, avec les écoles qui sont fermées, plus de temps disponible, on va dire, pour la formation. Mais c'était peut-être la pire situation pour les gérants de cliniques notamment. Et comme c'est, on va dire, nos principaux mentors sur le site, c'était pas le moment le plus intéressant. Donc effectivement, le confinement, ça n'a pas été un développement de la plateforme pour nous. Mais c'est aussi nous qui avons... Ouais, je pense que les gérants de cliniques avaient autre chose vraiment à faire que... Ouais. Donc voilà, ça n'a pas été... Et pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que... Bon, je connais la réponse, mais je vais la poser. Est-ce que le réseau Louveteau comprend des mentors ou juniors à la recherche dans le milieu de la pratique clinique vétérinaire ou aussi dans le secteur entreprise, commercial, marketing et R&D ? Oui, c'est ça. Alors, la majorité, c'est vrai que c'est plutôt la clinique, mais non, au contraire, on essaye de s'ouvrir à tous les domaines pour justement proposer une diversité des métiers vétérinaires aux jeunes vétos. Ok. Ensuite, on a une question de Cyril. Alors, a priori, c'est Christelle qui a nommé une étude qui référençait qu'on avait 29% de productivité de plus en télétravail. C'est Anne. C'est Anne ? Non, c'est Christelle qui a parlé de 29%, mais c'est vrai que c'est reconnu que la productivité a été trouvée nouvelle. D'accord. Et alors, c'était quoi la question en fait, en vrai ? C'est est-ce qu'on a les références de l'étude ? Ouais. En fait, elle est venue juste quand je parlais. C'est une étude que j'ai vue en début de confinement, mais juste avant, on ne parlait pas encore du confinement et du télétravail. Mais alors, la référence… Je ne sais pas quoi. Ouais. Demain matin, peut-être que ça me sera revenu avec la nuit passée, mais là, je suis désolée, comme ça ne me vient pas. Ok. Bon, on verra. C'est pas avec les enfants qui hurlent autour en plus, je pense. C'est du télétravail en routine, non ? Je pense. Ouais. Arnaud, pas mal de questions. Est-ce que on a eu des échos de programmes d'alternance mis en place par les entreprises permettant aux jeunes vétérinaires d'acquérir ces compétences manquantes, marketing, communication, droit ?
On est plus dans des domaines de formation type master, donc c'est pas de l'alternance vraie, mais ce sont des formations qui intègrent une partie importante de stages rémunérés d'ailleurs, il faut le préciser, et auquel cas c'est cette possibilité de rentrer dans l'entreprise au travers des stages, qui sont des stages de l'ordre de 6 mois. Plus par cette voie-là que par une alternance qu'on pourrait imaginer 2 jours, 1 jour par exemple, enfin 2 jours, 3 jours, on est plus sur le stage long. Ok. Je vais en profiter. On va faire un sondage en même temps que la table ronde. On va faire une pierre de coups. Comme ça, vous pourrez voter pour les prochains si on refait des CVE in vitro. Et ça nous aidera avec Laurent de voir si on réitère ou pas, confinement ou pas d'ailleurs. Arnaud, les autres profils non vétérinaires sont-ils une vraie concurrence? Oui, je confirme. Je confirme par ce qui a été dit par les personnes qui font du recrutement, c'est-à-dire qu'on a des atouts très, très fortement, mais on est aussi avec un certain nombre de faiblesses qui sont perçues par les recruteurs et par les entreprises sur notre capacité à nous intégrer dans l'entreprise. Est-ce qu'on a une connaissance du monde de l'entreprise? Ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'on est capable de travailler en équipe? Ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'on est capable de gérer, de manager, d'accepter un management? On retrouve le côté individualiste, libéral du vétérinaire, et ça peut être dans le savoir-être ou dans le savoir-faire, des compétences que l'on n'a pas complètement. Et si on se tourne vers d'autres structures, d'autres formations, avec des ingénieurs par exemple, des biologistes ou autres, où là on peut avoir cette notion d'entreprise. Si je prends notamment les ingénieurs agro, c'est complètement inclus dans leur cursus. Et pour les entreprises, pour les recruteurs, ils savent qu'ils ont à ce moment-là des candidats qui ont ces capacités. Et si nous sommes reconnus pour avoir une grande capacité d'acquérir du savoir, là on n'est pas dans les savoirs, on est dans les savoir-être, et ça est plus compliqué à obtenir. Donc ça peut emmener des entreprises ou des recruteurs à faire le pari d'aller plutôt vers des gens qui ont déjà ces compétences-là, quitte à leur donner ensuite des compétences de savoir, ou à leur mettre un vétérinaire en adjoint, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour apporter le côté veto. Mais oui, je confirme, c'est une réalité, et on le voit avec une montée en puissance, comme on l'a vu tout à l'heure, sur par exemple les chefs de produits, où j'aurais fait la même présentation il y a quelques années, j'étais à 98% de chefs de produits veto. Aujourd'hui, on est à moins de 50%. Et tu sais si dans les écoles veto, moi je sais que dans les écoles veto, ils ont retravaillé le référentiel avec des compétences justement plus de compétences soft skills, compétences transverses, gestion de projet, alors ça monte, management. oui, ça monte, c'est sûr que ça monte. Il y a des domaines là-dessus, mais enfin, on reste quand même sur le socle qui est un socle de vétérinaire praticien. Et ça a été réaffirmé, et peut-être encore plus réaffirmé avec les dernières études qui ont été menées récemment pour montrer que dans les années à venir, on va manquer de vétérinaires praticiens et sans doute de vétérinaires praticiens dans le domaine de la canine, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit surtout dans le domaine de la rurale. Et donc, pour les ministères, aujourd'hui, on recentre sur cette notion de vétérinaire, le socle des compétences acquises dans les écoles vétérinaires, c'est la médecine et la chirurgie des animaux. Et si on va dans l'entreprise, eh bien, le socle des compétences, c'est être capable d'évoluer dans un monde qui est le monde de l'entreprise. Et on n'est pas tout à fait en adéquation. Attention. Alors, à partager avec les recruteurs, bien sûr, mais voilà la position qu'on a. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Anne ou Véronique? Oui, attends, tu me donnes le micro, là? Ouais, c'est bon, tu peux parler. On est complètement ouvert, là. Attends, je te réouvre, là, Véronique. C'est bon, là. On t'entend? Ouais, oui, bien sûr. Je trouve qu'effectivement, les écoles véto sont complètement en décalage par rapport aux besoins. Et c'est vraiment fort dommage. Et c'est ce pourquoi le vétérinaire n'est pas dans les différents métiers en passé où il pourrait être. Et je trouve que la profession vétérinaire n'est finalement, à cause de l'enseignement, pas bien représentée et bien soutenue. C'est un avis personnel, mais je vous le partage. Ok. Transition, attention, une transition arrive. On a parlé de veto, justement de formation clinique. Une question de Christophe. Avec le développement des corporates en France, donc Evidensia, Nicura et ainsi de suite, est-ce que ça ne pourrait pas ouvrir des opportunités professionnelles pour les vétérinaires de l'industrie? Je ne sais pas, quelqu'un veut rebondir. Moi, j'habite en Angleterre, je pourrais témoigner un peu de ce que je vois aussi, mais Arnaud ou Anne, je ne sais pas. Qui veut la prendre, celle-là? Je peux dire 2 mots. En effet, on a déjà diffusé 2 ou 3 annonces de corporate qui nous avaient identifiés comme
comme diffuseur et ressources intéressantes, et actuellement 2 directeurs des franchises de corporate sont d'anciens et sont toujours adhérents au CVE d'ailleurs. Donc c'est encore un peu tôt, il n'y a pas 36 postes, mais oui, ils recrutent évidemment. Oui, il y a peu d'opportunités. Là, j'ai actuellement un poste, il faut que je t'envoie l'annonce, Laurent, mais il y a peu d'opportunités encore. C'est en unité, on n'est pas encore en dizaines d'unités. Après, ça va se structurer. Moi, en Angleterre, on le voit, bon, il y a les clinical directors, mais tout ce qui est fonction support, formation, tout ça, il y a beaucoup de vétos qui se positionnent dessus. Moi, j'habite à côté de Bristol, et il y a un gros centre CVS où la clinical directrice, c'est une véto française d'ailleurs, qui a pris le job. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un centre de démarre en France. Une autre question pour Arnaud. L'expatriation pour les vétérinaires de l'industrie, tu as une idée, Arnaud, de Français? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas quantifié. C'est vrai que j'en ai peu parlé. Vous avez peut-être vu rapidement, j'avais peu de postes à l'international dans ce que j'ai présenté. Par contre, ce que j'ai présenté, c'était sur des jeunes diplômés. C'est clair qu'il y a peu de recrutement sur les entreprises françaises avec une dimension internationale immédiatement sur des jeunes diplômés. Et généralement, la possibilité d'expatriation est tout à fait importante, y compris, enfin, surtout quand on est en France avec des structures françaises internationales, des structures françaises qui sont en train de se développer à l'international, ou alors des filiales françaises de structures qui, elles, sont très, très développées à l'international. Donc, c'est tout à fait possible. Mais ça ne sera pas sur un premier recrutement, ça sera sur de la mutation interne. Ok. Une question, une remarque de Yves. Je vais la lire parce que c'est assez long, mais quand on voit que l'ANSES fait des communiqués grand public sur l'utilisation des plantes et des huiles essentielles, d'une part, et d'autre part, vu la tendance du naturel chez le consommateur et la défiance vis-à-vis de la chimie, chloroquine ou pas, au passage, un big up à Didier Raoult, les médecines complémentaires, surtout à base de plantes, vont-elles se développer? Les débouchés, pareil, peut-être Arnaud, Anne, Véronique, sur des entreprises qui se positionnent, du médicament ou pas d'ailleurs, sur ce côté phyto. Oui, moi je vais bien répondre. C'est bon là le son? Oui, Véronique, c'est bon, on t'entend bien. Ouais. Donc, oui, mais c'est déjà fait. En nutrition animale, là, il suffit de faire un DU en phyto et bien sûr, il y a une grande vague, une grande tendance à la naturalité, mais c'est déjà bien en place. Hein. Et avec des profs, et avec des jobs où on recherche des vétérinaires. Oui, c'est toute la santé digestive, toute le microbiote qui, bien sûr, concerne à la fois l'humain et l'animal, mais on est complètement, c'est déjà bien développé et c'est les grands axes d'ailleurs de la nutrition animale et humaine. Ok. Une question pour Clotilde. Pour les personnes en poste, comment mettre en œuvre une formation hors cadre professionnel? Alors, j'ai du mal à comprendre la question. Hors cadre professionnel, c'est une question d'Elena, mais je vais la reformuler, Elena, et tu me dis si tu la comprends pas. Mais ce que je comprends, moi, c'est entretien annuel avec ton manager, et tu vas demander une formation qui n'est pas forcément, on va dire, dans ton plan de développement classique, quoi, qui est un peu hors cadre par rapport à ce que tu... Alors, depuis quand même quelques temps, ex-DIF et maintenant CPF, les comptes formation professionnelle, puis maintenant ils ont encore changé de nom, on a le droit de faire les formations qu'on veut, surtout si on les fait hors des heures professionnelles. Après, ça dépend vraiment du type de formation. Pour faire un master hors cadre professionnel, c'est un peu compliqué. Donc, il faut plutôt partir sur du congé ou ce genre de choses. Donc, cette question-là, ça dépend aussi du type de formation. Si c'est des formations, alors on va reprendre tout ce qui est formation médecine naturelle ou ce genre de choses. Beaucoup de ce genre de formations se font le week-end ou le soir, donc ça ne pose pas de problème. Il faut juste en trouver une qui peut être pris sur son compte formation. Mais vraiment, ça dépend un peu du type de formation et de ce qu'on veut en faire après.
Donc, je dirais que je pense qu'ils vont avoir nos emails et nos contacts. C'est une question justement de Vanessa. Voilà, Ça, sur des trucs. je Je pense que c'est une question très précise. Je pense qu'elle doit avoir une formation en tête et quelque chose de bien précis. Donc, qu'elle me contacte par email ou par téléphone, et puis je lui donnerai quelques pistes. Ok. Laurent, d'ailleurs, on passera les coordonnées. Comment ça va se passer? Oui, je ferai une newsletter après. Ouais. Donc, Et bon, il y en a 2 qui retombent, mais il y a plein de monde. Donc, je les prends rapidement. Je vous demande juste une réponse rapide. Alors, Valentine, un peu direct. Pourquoi n'arriverons-nous plus à recruter des chefs de produits veto? Ils sont partis où, les jeunes veto et le marketing? Arnaud, ou pareil, ou Christine, ou Véronique, pardon. Il y a vraiment une baisse des vétérinaires entre guillemets, qui font des formations complémentaires à la sortie de l'école, ou type ce qu'on a parlé, ESSEC ou autre, ou au contraire c'est plutôt en augmentation? On a un recul là-dessus? Arnaud? Alors, j'ai pas de recul, puisque nous, on voit ceux qui arrivent dans les entreprises. Donc, mais c'est vrai qu'on a de moins en moins de candidats vétérinaires sur ces types de postes en général, oui. Alors, est-ce que c'est un peu ce qu'on disait et ce qui est redit, hein, c'est qu'aujourd'hui, c'est renforcer ce côté vétérinaire dans sa formation sur toute la partie médecine et chirurgie. Alors, j'aurais presque tendance à dire, avec maintenant l'arrivée des chaînes, on voit bien que ce qu'on demande aux vétérinaires, c'est de faire de la médecine, de la chirurgie, et on lui permet de s'affranchir de ce qu'il n'aime pas faire, c'est-à-dire de gérer une entreprise. Donc tout ça, est-ce que c'est ça qui concourt? J'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir le dire, mais c'est vrai que c'est un constat qu'aujourd'hui on voit quand même de moins en moins de vétérinaires se tourner vers les entreprises en général. Ouais, puis ils trouvent, nous on le voit, et tu dois le voir, ils trouvent du boulot tout de suite, quoi. Les jeunes, De toute façon, en clientèle, c'est évident qu'il suffit de voir les demandes, les recherches, et c'est une vraie difficulté. Donc oui, il y a une offre qui est très 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 importante pour pouvoir faire de la clientèle. Et aujourd'hui, là c'est un autre sujet, on pourra en parler avec l'ordre des vétérinaires, mais il y a une déperdition du nombre de vétérinaires, enfin déperdition pour la profession, hein, bien sûr, du nombre de vétérinaires qui sortent de l'école et qui ne s'inscrivent même jamais à l'ordre, donc qu'on ne retrouve ni dans nos entreprises ni à l'ordre des vétérinaires. Que font-ils? Je n'en sais rien, puisque justement, on n'a pas non plus cette culture qu'ont d'autres structures, hein, avec les alumni et autres. Et les écoles vétérinaires ne savent pas ce que deviennent leurs étudiants, contrairement à des écoles d'ingénieurs, à des écoles d'agro, etc., qui sont capables de dire voilà ce que deviennent les étudiants. En veto, on retrouve ce côté individualiste, en quelque sorte, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Un petit complément là-dessus, il y a 2 thèses en cours. Sur les gens qui sortent, entre guillemets, de la profession. Alors, ce n'est pas une tare, hein, mais qui sont un peu perdus de vue, qui sont ni à l'ordre, ni praticiens, ni même dans les labos. Mais il y a une thèse, il y a 2 thèses en cours. On devrait avoir les résultats d'ici 1 an ou 2. On aura perdu 15 ans, mais enfin, bon, c'est comme ça. Bon, très bien, on va terminer là. J'ai juste Yves qui nous dit que le DU phytopharma, c'est 2 jours par semaine, 1 fois par mois pendant 8 à 10 mois. Donc, a priori, il y a des choses qui se mettent en place en parallèle de ce qu'on a parlé de la formation. Laurent, je te laisse faire la conclusion. Tu as le résultat du sondage sur Louveteau ou pas? Oui, alors j'ai les 2 sondages qu'on peut partager, en effet. Alors, je vais partager. Bouge pas. Je vais rechercher celui de Louveteau. Donc, Louveteau, on a ça. Donc, on va dire une majorité qui sont intéressés beaucoup passionnément. Par contre, on a plutôt une moitié sur. Ouais, non, donc, je fais mes calculs de tête rapidement. Plutôt, on va dire, mitigé sur le mentorat, quoi. Voilà, on va dire. C'est intéressant. Oui, non, il y en a quelques-uns. En fait, aujourd'hui, on en a déjà discuté avec Marie, le problème ne vient pas tellement des mentors, curieusement, c'est qu'il n'y a pas tellement de mentorés. Ah oui. Donc, le CVE, je pense que le CVE peut jouer le jeu, et pour l'instant, on ne l'a pas travaillé et on est prêt à le faire. On en a déjà parlé un peu avec Marie. Le CVE est une bonne coquille pour trouver des mentors, et à chaque fois qu'on a pu faire appel à des adhérents pour témoigner, aller dans les écoles, ça répond du tac au tac, et ça, c'est super. Donc, vraiment, l'état d'esprit du club est génial pour ça. En revanche, finalement, c'est plutôt les mentorés qui ne viennent pas. Alors, on n'a peut-être pas encore fait assez de com, il faut peut-être leur expliquer, mais voilà, on va travailler là-dessus. Le problème n'est pas tellement dans les mentors, mais dans les mentorés.
Ouais, non, je suis d'accord. Ils ne se rendent pas forcément compte à l'école de l'intérêt peut-être du réseau, en fait, je pense. Et tu as des couples qui se sont déjà formés, Marie? Des couples, je m'entends, mentor, Oui, mentoré. d'accord. Oui, on est à plus de 70 et il y en a une trentaine en cours, je crois, en cours de demande. Il Mais faut aller les faire après, témoigner, comme vous avez la capacité de faire des super vidéos, tu vois, tu les fais témoigner ou un truc comme ça, quoi. Bah oui, en fait, ce qui nous manque maintenant, c'est plus un financement ou des partenariats parce que c'est une plateforme bénévole. Donc voilà, c'est ça qui manque un peu, quoi. Donc c'est ça qu'on va commencer à chercher là. Voilà. Petit sondage, oui, sur c'est plutôt intéressant aussi. Les soirées CVE in vitro. In vitro Verinas. On s'est posé des vraies questions sur l'horaire, tu vois. Bon, mais finalement, 3 fois par an, on ne va pas trop te gêner, Greg, si c'est tous les mois. Non, mais c'est pas mal. Deux, 3 fois par an, ça sera bien. L'horaire, 20h, 20h30, voilà. À cheval autour de ça, c'est pas mal. Avant les bronzés font du ski, c'est sûr. Bon, mais non, rien de plus. Retenez bien la date du 9 décembre et pas du 9 mars pour la soirée à Bordeaux, Club de Veto Artistes. Bon, le théâtre n'est pas encore réservé, mais je descends fin juin, début juillet, trouver un théâtre de 150, 200 places, peut-être comme à Lyon. Et puis les 35 ans l'année prochaine. Toutes les idées, les bonnes volontés sont les bienvenues. Je vais fermer aussi ça, et puis je vous laisse sur cette diapositive. Pour ceux qui ne connaissent pas le Clos Bourgelat, le Clos de Bourgelat d'ailleurs, qui est un vin de Bordeaux. C'est un vin de Bordeaux, et pour la petite histoire, le viticulteur s'appelle, vous le voyez tout en bas, Monsieur Lafosse. Et pour ceux qui ont fait un peu d'histoire véto, Monsieur Lafosse était un maréchal ferrant qui faisait la guerre psychologique avec Bourgelat. Et donc, retrouver ces deux noms adossés sur une bouteille. Donc, c'est un peu notre vin fétiche au CVE, à boire sans modération. Et je vous laisse la citation du jour ou de la nuit. Et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Allez, bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.